Bonjour à tous et bienvenue en direct pour cette première conférence dédiée aux stratégies de continuité et de résilience pendant la crise que nous traversons. Aujourd'hui, cet événement est co-animé par deux experts du groupe Salveo et de Allwinds, que sont Tristan Côté. Bonjour Tristan. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je crois que vous êtes assez nombreux en effet. Tout à fait. Ravi de pouvoir donc couvrir ces sujets. Alors on ne va pas que coller de façon anxiogène à l'actualité. On va essayer de s'élever un tout petit peu et de sortir de l'immédiatement conjoncturel pour essayer de dégager quelques axes et des axes de réflexion. Tout à fait, merci Tristan. Et aujourd'hui, du coup, Arnaud Leurent co-anime cet événement. Arnaud, qui est président de l'entreprise Allwinds. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Donc on est parti pour 1 heure exactement. On va essayer de faire une présentation en une demi-heure, 35 minutes. Et on a prévu avec Tristan d'essayer de le faire de façon assez interactive. En tout cas, de laisser du temps à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Donc on va vous expliquer comment faire, mais vous aurez le droit à la parole. Oui, je crois que c'est assez important que vous puissiez, alors n'hésitez pas dès le début en réalité de cette conférence à poser des questions en ligne sur le petit fil d'actualité. Aurélien Bresson, que vous ne verrez pas, mais que je tiens à remercier chaleureusement pour l'énorme support technique qu'il nous a apporté dans la mise en place de cette conférence, lui va nous lire les questions à la fin de notre présentation. Il est la voix, Aurélien, la voix. Tout à fait. Et bien maintenant, messieurs, la parole est à vous. Et durant toute la durée, en effet, nous traiterons vos questions. Elles seront lues pendant la conférence et nous y répondrons à la fin, tous ensemble. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir la réponse aux questions de tous ceux et celles qui sont connectés. À vous, messieurs. Peut-être expliquer comment on pose des questions par le bouton, c'est ça le bouton Q&A? Tout à fait. Et dans le chat à droite, dès que vous envoyez une question, notre équipe peut la voir et ensuite, toutes les réponses arriveront à la fin. Ok. Donc, c'est parti. Je te propose de passer au slide numéro 2. Alors, rapide sommaire des sujets que nous allons aborder avec vous et tenter d'approfondir. Une rapide introduction, mais on ne va pas vous faire, encore une fois, un épilogue sur l'actualité. On va regarder ensuite ce que signifie cartographier les risques de l'entreprise. C'est un exercice important, complexe. Donc on va vous donner, alors c'est difficile de faire des généralités, mais je vais essayer pour ma part de donner des exemples extrêmement opérationnels. Pour ceux qui me connaissent, je suis dans l'opérationnel, je viens de l'opérationnel. Ça fait relativement peu de temps que je conseille les entreprises. J'étais moi-même auparavant directeur export, directeur général, président de filiale société à l'étranger. Donc voilà, ma réflexion, c'est toujours très très opérationnel. Donc cartographie des risques. Après, on va travailler et Arnaud m'a énormément aidé là-dessus, à éclaircir un peu le concept de souveraineté de l'entreprise. On entend beaucoup parler de souveraineté de l'État, souveraineté. Voilà, ce concept-là est applicable à l'entreprise, est à mon avis extrêmement important et stratégique. Il est important et stratégique d'inclure dans sa réflexion la souveraineté comme un concept tout à fait structurant. La mise en œuvre opérationnelle de tout ça, encore une fois, on va essayer d'enrichir ça avec beaucoup d'exemples et puis une conclusion que mènera mon camarade Arnaud. Voilà, en avant. Eh bien, slide suivant, mon cher Aurélien, s'il te plaît. Vous l'avez vu, on ne passe pas trop de temps sur nos propres présentations. On a des profils LinkedIn assez complets. Et ce qu'il faut retenir, comme l'a dit Tristan, c'est qu'à la base, on est vraiment des praticiens, c'est-à-dire on a beaucoup d'expérience de terrain. Et ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on fait du conseil, d'où le côté à la fois théorique et assez pratique. Donc, alors, ça tombe bien,
Vous voyez en haut à droite, au-dessus du dessin, il y a un monde VUCA. Il se trouve qu'on a posé un post sur LinkedIn il y a quelques jours, qui est un concept qui existe depuis la guerre froide, qui a été créé par des Américains, l'American War College, et qui définit en fait le monde complexe. Bon, il se trouve que ce terme VUCA est de plus en plus utilisé, et que quand on a une crise comme aujourd'hui, c'est particulièrement approprié. Alors, qu'est-ce que veut dire VUCA? Ça veut dire, vous le voyez, Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Donc ça veut dire que, quoi qu'il arrive, et même en dehors des temps de crise, donc encore plus actuellement, le monde est de plus en plus volatile. Il y a de plus en plus d'événements qui surgissent, qui n'étaient absolument pas prévus. Il y a des théories des signes noirs, mais d'autres. On voit qu'en permanence, c'est volatile et donc très, très, très difficile à appréhender. Le fait que ce soit incertain montre aussi que l'incertitude, ça a une implication directe, par exemple, sur la stratégie, parce que quand c'est incertain, on le comprend bien, c'est très difficile de faire des prévisions. Or, quand on fait de la stratégie, ou même quand on est chef d'entreprise et qu'on veut projeter son entreprise vers le futur, la difficulté de faire des prévisions est un petit peu compliquée. Justement, compliqué, le C de complexe, fait que même quand on cherche à analyser, il y a tellement de données, il y en a tellement, avec tellement d'acteurs et tellement d'interactions entre tous les paramètres, que quelque part, l'analyse devient aussi très, très difficile à effectuer. Donc, quand on voit que c'est difficile à analyser, c'est difficile à prévoir, et qu'en plus de ça, quand on commence à faire des scénarios, plutôt que des prévisions, on se rend compte que les scénarios parfois s'opposent totalement, c'est-à-dire que même l'information est ambiguë dans son interprétation et difficile à projeter. Donc, nous sommes dans un monde VUCA, de plus en plus VUCA, et une crise telle que celle aujourd'hui, qui aurait prévu que le monde entier allait se retrouver dans une refonte totale du système ou quelque chose de très, très chamboulé. Du coup, on a cité quelques points seulement, on voit les risques sanitaires, ils sont là, c'est clair. Les risques politiques, eh bien, ils sont en accroissement parce qu'en fait, on voit bien que certains pays vont être fragilisés par la crise. Donc, fragilisés par la crise, ça va, entre autres, accroître un certain nombre de risques politiques et donc, on le verra, le rôle des pays et le poids des pays risque de changer dans les prochains mois. Les risques naturels et technologiques s'accroissent aussi. En parallèle, ça vient télescoper tout ce qui se passe avec l'environnement, qui était déjà quelque chose d'assez impactant. Et les organisations elles-mêmes sont de plus en plus fragiles, avec des chaînes de valeur qui sont de plus en plus éclatées. C'est aussi la mondialisation qui a fait ça, et avec des flux logistiques qui ont été très tendus, voire trop tendus, ce qu'on voyait avec Tristan, du fait de toutes les politiques d'optimisation de la logistique qui ont été faites et de production qui ont été faites dans les dernières années, et qui posent aujourd'hui potentiellement des problèmes tels qu'on le voit. Alors, le dernier point qu'on essaiera de voir, c'est que pour autant, même si c'est difficile, il faut affronter la réalité, il va falloir quand même essayer de tracer les contours d'une stratégie de résilience. Alors, stratégie de résilience, est-ce que c'est possible? On va le voir. Mais en tout cas, on sait que l'étape d'après, ça va être ça. C'est de regarder, commencer à préparer un rebond. On peut passer à la slide d'après. Alors, l'exercice de cartographie des risques. Oui, les risques, hein, comme le disait Arnaud, il y avait l'époque, les temps heureux de la guerre froide où c'était très simple. De l'autre côté du mur, c'était les affreux, nous, c'était les gentils, et tout ça était simple à comprendre. Là, c'est devenu beaucoup plus compliqué, et donc les risques sont de nature extrêmement différente. Donc, on a essayé de façon très, très pragmatique, de suivre un peu la chaîne de production classique de toute entreprise. Donc, pour commencer à produire, il faut s'approvisionner, il faut stocker. Comment peut-on être sûr de ses fournisseurs? Qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui n'est pas critique dans les sous-ensembles de ce que je produis ou dans les services que je sous-traite? Produire ou faire produire, c'est pareil. Est-ce que j'achète pour produire moi-même? Est-ce que je fabrique moi-même mes pièces? Est-ce que je décide de faire produire totalement certains éléments de ma gamme de produits? Voilà. Donc, encore une fois, les décisions que vous allez prendre sur ces sujets-là nécessitent de savoir qui sont les partenaires. Alors, et je dirais pas seulement de savoir qui sont-ils sur le plan bancaire, quel rating ils ont ou à quel niveau la COFAS, enfin BPI,
me donne une garantie sur tel ou tel partenaire. Il faut aller plus loin. Aujourd'hui, c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est complexe, qui nécessite des technologies nouvelles. Pareil sur vendre et faire vendre. Là aussi, il y a des arbitrages sur les canaux de distribution. Internet tente à nous faire de la vente directe. L'heure du distributeur n'est plus tout à fait d'actualité. Aujourd'hui, Internet, on a envie de commander directement chez le fabricant, ou à tout le moins en avoir l'impression. Donc là, les agents, les distributeurs, les équipes commerciales, tout ça aussi, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Enfin, l'innovation, c'est ce qui va permettre d'alimenter et de revigorer tout ce cycle, hein, approvisionnement, production, vente. Il nécessite à chaque tour, je dirais, d'innover. Où est-ce que je fais ma R&D? Est-ce que ma R&D est uniquement à l'intérieur de l'entreprise, ou est-ce que j'en sous-traite une partie? Voilà, donc toute cette activité-là de cartographie des risques, de compréhension des zones d'exposition, des zones de fragilité, ça nécessite une activité, on a un peu caricaturé là sur la droite de la présentation, par une activité de renseignement. Il faut aller en profondeur, comprendre avec qui je travaille, quels sont ses points faibles, sur quoi je peux réellement compter, qu'est-ce que je dois mettre en doute. Voilà. Donc la cartographie des risques, c'est un peu l'exercice du doute. Je doute, donc je suis, donc je doute, donc j'existe, donc je continue à exister sur le marché. Et ben, le doute, on ne va pas rester coincé dans le doute, il faut avoir des éléments de réponse. Donc là, c'est l'importance de l'intelligence stratégique, de l'intelligence économique, pour pouvoir lever des doutes et prendre des risques qui sont mesurés, et ne pas avancer dans le noir, avoir une panoplie de lampes de poche pour s'éclairer à droite à gauche sur les zones que l'on a envie d'éclairer. Ce qui est peut-être important et qu'on a évoqué, Tristan et moi, quand on a préparé ce webinaire, c'est que quoi qu'il arrive, si cette cartographie des risques a été faite avant, c'est très bien. Souvent, elle n'a pas forcément été faite, elle s'est faite petit à petit. Mais quoi qu'il arrive, j'espère que vous conviendrez que cette cartographie du passé n'est plus valable. La crise impacte tellement de personnes, que ce soit vos fournisseurs, vos clients, vos agents, vos partenaires, quels qu'ils soient, ils sont peut-être fragilisés. Or, aujourd'hui, si on veut ne serait-ce que continuer l'activité, c'est-à-dire continuer à vouloir faire de l'international ou à produire, à vendre, etc., il faut vérifier si ces partenaires qu'on a choisis sur certains critères à un certain moment sont toujours sur les mêmes bases de même qualité, ou avec le même niveau de risque en tout cas. Donc il est très très important de le faire, et dans un deuxième temps ou un peu plus tard, on verra dans quelle mesure il faut peut-être optimiser ça et le revoir, mais au moins à minima, vérifier les partenaires actuels et regarder s'ils sont fiables ou pas. On parlait tout à l'heure de vendre, faire vendre, par exemple, si il se trouve que certains de vos distributeurs, agents, voire même de clients sont extrêmement fragilisés, eh bien, il ne faut pas que dans ces espoirs ou dans ces prévisions, on mette trop de chiffre d'affaires sur ces pays-là ou sur ces clients-là. Donc, ça peut être très intéressant pour sécuriser et assurer la continuité de revérifier tous les paramètres qui sont dans le carré bleu, c'est-à-dire la solidité des aspects financiers, humains, voire la réputation et stratégique. Voilà, il faut bien avoir conscience de ça. Le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et il ne sera probablement pas celui de demain non plus. Oui, donc cet exercice de cartographie de risque, hein, c'est important. C'est pas une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il faut aussi dans ces process l'intégrer comme une pratique régulière de mise à jour. Je donne un exemple très concret. Dans une vie professionnelle passée, j'ai assuré la direction export d'une maison de cognac. Bon, j'avais un distributeur au Moyen-Orient, donc à Dubaï, hein, c'est l'endroit où on peut consommer de l'alcool, qui distribuait dans l'ORECA, donc hôtels, restaurants, bars, boîtes, etc. Bon, aujourd'hui, très certainement, ce distributeur qui était de très loin le plus solide, qui appartenait à une très très grande famille émirati, avec des moyens financiers illimités, ce distributeur, très concrètement, aujourd'hui, il fait zéro business, c'est-à-dire que ce n'est pas moins 20%, moins 30%, c'est zéro. C'est zéro pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc, on peut légitimement se poser la question de dire, bah voilà, le risque de paiement, il va changer
personnage-là. Donc voilà, j'insiste sur le fait que la vérité n'est pas intangible, n'est pas stable. Donc cette cartographie de risque doit, pour l'entrepreneur ou pour le décideur, être un exercice récurrent. Alors, je tiens à insister là-dessus. La mise à jour de l'information est très importante. C'est un peu un stress test qu'il faut opérer à un moment donné, et c'est peut-être le moment d'en faire un, en fait. Tu veux passer peut-être à la slide d'après? Aurélien, voilà, parfait. Alors, la souveraineté. Bah, c'est à toi, mon cher Arnaud, qui introduit ce sujet-là. Bien sûr, la souveraineté, on entend parler de plus en plus de la souveraineté. On va, nous, pas rentrer dans des considérations un petit peu politiques, mais on voit bien qu'il va falloir se reposer la question à un moment de qu'est-ce qui est stratégique pour nous, pour notre pays, qu'est-ce qu'en fait, on va falloir faire des choix sur où on produit et où on vend. Ils vont être notamment sur la partie production. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va devoir commencer à introduire, alors qu'avant, on n'en prenait pas forcément vraiment compte. Et par rapport à ça, devant les risques aussi qui se multiplient, si on veut avoir une certaine souveraineté, donc c'est-à-dire ne pas forcément dépendre d'un certain nombre de choses. Je rappelle que souveraineté, par exemple, c'est pas forcément produire à côté de chez nous, mais ça peut être s'assurer que si on le fait dans un autre pays, on a un accord avec ce pays, avec ce fournisseur suffisamment puissant pour qu'en cas de problème, on soit livré en priorité. Ça, c'est une façon de sécuriser et d'assurer sa souveraineté. Et c'est ça qu'il va falloir aborder assez rapidement en regardant tous les types de risques et l'implication que ça peut avoir aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur le fait d'avoir éventuellement de la concurrence et de la contrefaçon dans certains pays ou pas, d'attaquer la réputation et quel impact ça peut avoir aussi à la fois sur ma production et sur ma chiffre d'affaires. C'est là où les lieux d'implantation, le choix des lieux d'implantation est complexe. C'est-à-dire que un peu longtemps, la plupart des entrepreneurs occidentaux se sont concentrés sur l'élite, sur la marge, sur l'économie de coûts de production. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que c'est insuffisant. Aujourd'hui, s'implanter dans un pays dans lequel on n'a pas de protection intellectuelle, on peut se faire contrefaire des brevets, il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'équilibre. Si on part en justice dans un pays X, Y ou Z, ben, la qualité de la justice des affaires, du droit des affaires, l'équité du droit des affaires dans le pays observé est un critère majeur de décision. Et ça fait partie des bordures de la loupe qu'on voit sur ce dessin de notre regretté Uderzo. C'est ça qui permet de dire, voilà, je suis dans la loupe ou je ne suis pas dans la loupe. On accepte ou on n'accepte pas d'être dans un pays dans lequel il n'y a pas de droit des affaires, sur lequel on puisse s'appuyer ou dans lequel on n'ait pas le droit de faire appel. Tu parlais d'ailleurs de l'innovation tout à l'heure, c'est un cas typique. L'innovation, c'est de plus en plus internationalisé. Alors, pas parce que ça coûte moins cher de faire de l'innovation ailleurs, mais souvent, et parce que c'est une réalité, en général, il faut adapter ses produits et ses services, et c'est une vraie logique de faire de l'innovation là où sont les plus gros marchés. Sauf que si on introduit une forte notion de souveraineté, eh bien, ça risque d'impacter ces choix qui étaient faits auparavant pour des raisons purement commerciales ou purement financières, parce qu'il peut aussi y avoir, vous savez, le crédit d'impôt recherche qu'on a en France a été copié aussi, repris plutôt par pas mal d'autres pays. Et du coup, il y a une vraie compétition mondiale aussi au niveau de l'innovation, et je pense que vous en êtes conscient. Donc, la notion de souveraineté risque d'impacter un peu tout ça. Alors, ce qui est important aussi de regarder, c'est souveraineté, risque couverture. Donc, quand il n'y a pas assez de couverture, on peut considérer que ça relève de l'espace souverain. Alors, c'est quoi les couvertures? La couverture importante, c'est la couverture, j'ai parlé celle du droit, de la qualité du droit dans les pays dans lesquels on souhaite travailler. Il y a évidemment le volet assurance. Est-ce que je peux m'assurer réellement de risques politiques? Prenons un exemple toujours dans les vins et spiritueux.
la taxe sur le vin que Trump menace de mettre sur les Français. Ça peut faire sortir complètement. Voilà, et là-dessus, est-ce qu'on peut s'assurer, est-ce qu'on ne peut pas s'assurer? Bon, voilà, il y a une discussion à mener avec des tiers garantisseurs. Donc, c'est votre assureur, c'est vos conseils, vos avocats, c'est évidemment, je reviens sur nos précieux amis de la BPI pour ce qui est de la couverture financière. Voilà, donc c'est votre souveraineté, elle se mesure réellement à votre capacité à vous couvrir certains risques, et là où cette couverture est trop fine ou trop courte, eh bien, ça rentre dans la loupe des pouvoirs. Tristan, on en parlait tout à l'heure aussi, il ne faut pas oublier que dès qu'on parle de risques et qu'on commence à les lister, les risques, et qu'on en découvre pas mal sur un pays, par exemple une destination ou un cas de figure, ne pas oublier en tant qu'entrepreneur qui souhaite se développer à l'international que qui dit risque dit prix plus élevé, parce qu'un risque doit avoir une couverture de risque, donc soit une assurance plus forte, ou en tout cas, comme on ne peut jamais couvrir à 100%, il faut être certain d'être capable de vendre à un prix supérieur pour couvrir le risque. En tant que chef d'entreprise, c'est très difficile de prendre plus de risques sans avoir plus de retour. Donc c'est intéressant de bien déterminer quels sont tous les risques pour derrière regarder si, malgré ces risques, est-ce que je peux augmenter mes coûts de façon, enfin mes coûts, en tout cas mes prix de vente de façon significative, et est-ce que donc le marché que je vais adresser est capable d'absorber ou de générer une demande par rapport à cette offre-là dans ces conditions-là. Parce que si on ne fait pas ça et qu'on le découvre trop tard, eh bien ça risque de ne pas marcher. Donc comme tous les risques ont été chamboulés et ont été augmentés dans un certain nombre de pays, il faudra probablement se concentrer surtout sur les pays où on est capable d'avoir une marge importante. C'est un point qu'il va falloir traiter avec beaucoup d'attention dans les prochains mois. On passe au slide suivant, mon cher Aurélien. La transition est parfaite. Et ben voilà, justement, on est sur la stratégie et on est plus là, c'est vrai que dans le domaine de la stratégie, on va plus être sur le moyen long terme et donc moins sur la continuité et sur le court terme, mais on sait déjà qu'il va falloir repenser, optimiser et sécuriser la chaîne de valeur. Donc c'est ce que je vends comme produit et comme service à un moment donné, à un type de population donnée avec des paramètres financiers de risque qui sont là, pratiquement sûr à 100% que quels que soient les pays, même les plus gros, les États-Unis, la Chine, l'Inde, tout va être changé. Donc, en tant que stratège, dès qu'on voit ça, on dit « Ah, il va falloir repenser le modèle. De toute façon, on va faire une sorte de reshuffle, de le retravailler et regarder qu'est-ce que ça veut dire. » Et il y a fort à parier, comme il est indiqué sur le point 2, c'est que c'est vrai pour la commercialisation, mais c'est vrai aussi sur le sourcing, c'est vrai aussi sur la production et même sur la commercialisation, en direct, en indirect. Il y a des nouveaux modes de commercialisation. Tristan a cité l'Internet, le e-commerce, mais il n'y a pas que ça. On voit de plus en plus aussi de la commercialisation à distance ou de la commercialisation externalisée, parce qu'au même moment, on voit aussi qu'il y a une volonté peut-être de moins se déplacer pour des questions environnementales, mais pas seulement. Quand on regarde aujourd'hui que vous avez 150 pays au moment où on parle où aucun Français ne peut rentrer pour des questions de santé pour l'instant, ça veut dire qu'il va se passer quelques mois sans qu'on puisse voyager. Donc sans qu'on puisse voyager, il va falloir regarder comment on peut adapter sa stratégie par rapport à ça. Et le troisième point qui est aussi pas négligeable, on commence à entendre un peu parler, c'est les choix stratégiques en termes d'image, enfin l'image que peut avoir les choix des pays dans lesquels on va être présent ou des pays dans lesquels on produit. C'est plus ou moins discutable, mais il est possible, on sait très bien que le Made in France devient de plus en plus important. Donc l'image va être aussi importante. Il y a un impact image qui est difficile à calculer aujourd'hui, mais je pense qu'il... Ça, c'est un point sur lequel j'ai envie d'insister. Il va y avoir de plus en plus de transparence requise par les différents partenaires sur où se trouve la chaîne de valeur. C'est-à-dire, alors, déjà sur le plan fiscal, les paradis fiscaux existent toujours, certes, mais on peut moins se planquer qu'avant, évidemment.
je pense qu'il va se passer la même chose au niveau de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes le sous-traitant d'un grand groupe, vous fournissez à un grand groupe du CAC 40, la direction des achats de ce grand groupe va vous dire, alors jeune homme, très bien, ce que vous me proposez là, donc il y en a combien qui est fait quel pourcentage est fait en Chine, et quel est le stress test que vous avez fait sur vos différents sous-traitants. Tout ça, ça va être une démarche qui va être obligatoire dans une démarche de qualification en tant que fournisseur. Vos clients risquent de vous demander de la transparence sur votre chaîne de valeur. Donc, encore une fois, souveraineté, risque, il va falloir prendre tout ça en compte. Ça doit devenir, votre souveraineté doit être, on insistera encore, j'imagine, là-dessus, mais doit devenir une aspérité marketing, doit devenir un avantage concurrentiel. Alors, mise en œuvre opérationnelle. Comment est-ce qu'on fait la carto des risques, la cartographie des risques? Alors, on peut regarder la carte comme derrière moi, mais ça ne suffit pas tout à fait. Premier point, c'est l'analyse en interne. Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a énormément d'informations disponibles à l'intérieur de vos sociétés. Prenons un exemple. Le directeur commercial de mon distributeur en Inde a quitté l'entreprise. Et ça, c'est mon directeur export qui a cette information-là. Il est très important de passer un coup de fil à cette personne qui a quitté le staff de mon distributeur pour comprendre pourquoi il est parti. Peut-être qu'il est parti parce qu'il y a une meilleure proposition ailleurs, peut-être qu'il est parti parce qu'il sent qu'il y a des difficultés au sein de l'entreprise, peut-être qu'il a des divergences stratégiques. Il y a cette information-là que seul vous-même, au sein de vos entreprises, êtes en mesure d'aller chercher, elle est absolument stratégique. Comprenez l'importance de cette information-là. Donc, il faut essayer de mettre des process où l'information, l'intelligence économique doit rentrer dans les habitudes de travail de vos propres staffs. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'analyse en interne. Vous avez plein d'infos, mais parfois, cette info, alors soit elle n'est pas rangée dans le bon tiroir, ça vous verrez avec votre DSI, soit vous n'avez pas inculqué, vous n'avez pas mis en valeur suffisamment auprès de vos collaborateurs, vos associés, vos partenaires, cette culture de l'information stratégique. Alors après, et même du rétex, c'est vrai aussi que toutes les entreprises n'ont pas l'habitude d'avoir des retours d'expérience terrain à chaque fois, du débrief à chaque fois qu'un commercial export, par exemple, rentre. Et c'est vrai que les Français, on a moins la culture de l'information que d'autres pays ou d'autres sociétés beaucoup plus organisées. Or, vous l'avez vu, avec un monde de plus en plus VUCA, il faut être capable de récupérer de la donnée. Il faut de la donnée pour essayer de voir le plus clair et non pas pour faire des prévisions parce qu'on a vu que c'est très difficile, mais au moins pour alimenter les différents scénarios. Alors bon, la culture de l'information en interne, la protection de l'information, la recherche et la collecte d'informations, oui. Évidemment, quand c'est vous qui allez chercher de l'information sur tel ou tel marché, sur tel ou tel, auprès de tel ou tel partenaire, il y a un biais. Si vous allez demander à votre client qu'est-ce que vous pensez de mon prix, il ne va pas vous dire oh non, c'est pas assez cher. C'est évidemment qu'il ne va pas vous répondre comme ça. Donc il faut faire aussi, faut faire très attention aux biais induits par qui vous êtes pour poser la question. C'est pour cela que c'est aussi très intéressant d'aller chercher de l'information stratégique qui va être collectée par des tiers. En mode aveugle, c'est-à-dire que le tiers ne dit pas pour qui il va collecter l'information. Donc, on arrive ainsi à contourner les problèmes de subjectivité et on tend vers une forme d'objectivité de l'information. On essaie d'objectiviser les éléments d'information collectés en passant par des tiers et en croisant cette information d'origine externe avec l'information, la base informative interne. Voilà. Alors, évidemment, ça s'applique à la concurrence. Hein. Il n'est pas possible aujourd'hui de laisser faire des concurrents sans savoir quelles sont les gammes de produits sur lesquels ils investissent en termes de R&D, sans savoir sur quels produits ils font des promotions et à quelle période de l'année, sans savoir où est-ce qu'ils recrutent en ce moment
sur le plan commercial, il faut mettre sous une loupe précise vos concurrents. Voilà. Ça, c'est indispensable. Il faut que vos yeux, vos oreilles, vos mains, tout soit orienté pour comprendre ce que fait votre concurrent, dans quel sens il tourne la tête, dans quelle direction il souhaite se diriger. On a trop tendance à dire, voilà, j'ai ma stratégie, j'ai mon produit, j'ai ma R&D et voilà, on n'est plus dans un monde, vous n'êtes pas dans un monde clos, vous êtes dans un monde extrêmement ouvert. Il y a des gens qui vous scrutent, qui regardent tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux, qui regardent à quel forum de discussion appartiennent vos chercheurs qui font de la R&D. Voilà, il y a des gens qui vous scrutent. Donc, si je peux me permettre un conseil très opérationnel aujourd'hui, allez vraiment vous intéresser à ce que font vos concurrents. Après, vous en déduirez ce que vous voulez. Soit vous avez une approche mimétique, je fais comme mon concurrent et je vais aller le chercher là où il oublie d'aller. Soit vous avez une approche anti-mimétique, c'est en fait exactement le contraire. Il s'intéresse au marché allemand, ok, je mets le paquet sur le marché italien. Bon, ça, après, c'est votre décision. Bon, voilà, ça, c'est des choses importantes sur cette. Si je peux rajouter quelque chose. Je trouve ça très intéressant. Il est sûr qu'on ne peut pas suivre tous ses concurrents, mais il est intéressant de suivre à minima les leaders d'opinion, les plus gros, les plus importants. Et d'ailleurs, ne pas suivre cela est embêtant, ou si on suit les mauvais, ça peut être très embêtant. Il y a un concept américain qui dit « don't follow the followers », c'est-à-dire ne suivez pas les suiveurs. C'est sûr que là, c'est une stratégie qui risque de diluer un petit peu et qui ne va pas énormément vous aider. Par contre, de regarder quels sont ceux qui ont les vraies technologies, les vraies tendances, les moyens d'être des leaders sur ce marché-là, sans pour autant faire une stratégie de suiveur, mais au moins pour pouvoir vous positionner par rapport à eux, c'est très important. Et surtout avoir conscience que dans les mois qui viennent, toutes les stratégies vont changer. Donc ceux qui vont rester sur l'image d'avant, quand tout d'un coup ils vont vouloir revenir sur le terrain, eh bien en fait le monde aura changé. Donc c'est très difficile. Et maintenant, il faut à minima, en ce moment, suivre ses concurrents et tous les acteurs importants, les concurrents, mais aussi les gros clients, etc. Il faut suivre, regarder comment tout ça est en train d'évoluer pour pouvoir là aussi être capable de se positionner intelligemment avec eux. Oui, je reviens sur un point du slide précédent, si tu peux revenir une seconde, s'il te plaît, Aurélien. On est passé, à mon sens, un tout petit peu vite dessus. Si tu peux revenir. C'est l'analyse des Customer Satisfaction Factors. C'est aussi quelque chose de tout à fait stratégique aujourd'hui. C'est où est-ce que je suis attendu? Est-ce que je suis attendu sur le prix? Est-ce que je suis attendu sur le délai de livraison? Est-ce que je suis attendu sur le Made in France? Est-ce que je suis attendu sur la qualité de mon SAV? Et ça, encore une fois, c'est difficile pour l'entreprise d'acquérir cette information de façon objective. C'est là où le tiers peut apporter quelque chose, c'est d'aller poser la question à un acheteur discrètement autour d'un café, mandater un honorable correspondant avec un imperméable et des lunettes de soleil qui ira poser discrètement la question à un acheteur, savoir mais c'est quoi vos critères là aujourd'hui, sur quoi vous m'attendez, quel est le sujet qui vous intéresse. Donc c'est un aspect d'information extrêmement important à mon sens. On peut repasser au slide suivant. Très intéressant. Je crois qu'on peut aller là-dessus. Ah, oui. Oui. Ok, non, celle-là, vas-y, tu peux revenir à celle d'avant, pardon, reviens. Pardon, voilà. Alors, il se trouve qu'il y a certains sujets qu'on a déjà évoqués, mais qui dit résilience et donc reconstruction du modèle, c'est sûr qu'il va falloir se reposer la question de la valeur ajoutée. Quelle valeur ajoutée véritablement mon entreprise est capable de faire aujourd'hui, de proposer aujourd'hui, et peut-être que comme on aura nous-mêmes plus la même concurrence en France et avec les autres acteurs, toute la chaîne va changer. Donc il faut vraiment comprendre ou essayer de chercher un nouveau positionnement stratégique. Quel client, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est primordial. On ne peut pas être dans tous les pays et suivre tous les clients. Or, tous les clients ont évolué ou vont évoluer au travers de cette crise, et donc les regarder à nouveau sous un nouveau prisme, essayer de regarder quels sont les clients les plus stratégiques pour moi, ceux sur lesquels je dois me concentrer, et peut-être que ce sera
enfin, c'est sûr que ce ne sera pas à 100% les mêmes, peut-être que ce sera encore à 80%, mais peut-être que c'est l'occasion aussi de changer totalement. Donc, quel type de marché, quel type de client? Tristan l'évoquait tout à l'heure aussi, les nouveaux canaux, j'en ai parlé un petit peu aussi. Je pense que c'est important, on va voir une évolution assez forte des différents canaux de commercialisation, de distribution également, de production, voire d'innovation. Donc tous les canaux vont être un petit peu chamboulés avec peut-être des nouvelles méthodes, des nouvelles approches et puis certainement des nouveaux outils. Donc c'est quelque chose qu'on regarde assez fortement actuellement. Et du coup, tout ça, toute cette réflexion va impacter votre vision. Et après, sur la vision, vous avez un plan stratégique qui va évoluer et qui va rechanger la perception de quels sont les pays prioritaires, quels sont donc les modes opératoires. Ça a automatiquement un impact très fort sur votre business plan. Donc, je sais que des banques ou un certain nombre d'organismes financiers qui sont prêts à vous aider aujourd'hui, forcément, vont demander aux entreprises de adapter ou d'updater à minima leur business plan sur les prochaines années. À partir du moment où on fait du développement international, et comme tout aura un petit peu changé, il faut s'attendre à pouvoir à retravailler un business plan. Et ce qu'on a mis sur la slide aussi, c'est aussi toutes les aides financières qui vont de pair avec ces business plans, parce que voilà, c'est intimement lié à la capacité de réaliser en fait un chiffre d'affaires, et plus qu'un chiffre d'affaires d'ailleurs, une marge qui est espéré. Donc une fois qu'on retravaille tous ces aspects-là, c'est sûr qu'on peut les repasser au stress test en ayant regardé tous les facteurs risques et les facteurs opportunités et avoir quelque chose qui va permettre de solidifier un petit peu. Donc là, cette phase-là, on est plus dans la résilience sur l'après que sur la sécurisation, mais les deux sont intimement liés. Vous l'avez compris que c'est une sorte de chaîne logique. Et peut-être que on voit sur le carré bleu aussi, le plan, faire le tri sur le plan humain, technique et stratégique. C'est difficile de dire on va faire le tri, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que tous les moyens changeants, il y a un moment, si ce n'est pas un tri, en tout cas, ça va être des décisions à prendre pour pousser tel et tel type de compétences ou de méthodes, et voire même de stratégie. Alors, sur ce plan-là, la stratégie de résilience, le contrôle, l'assessment et le contrôle des risques, il y a deux façons de le voir. C'est-à-dire, soit on le voit de façon paranoïaque et négative, en disant oh là là, c'est une nouvelle contrainte, c'est comme l'environnement, c'est-à-dire l'écologie culpabilisatrice, ça fait rire personne. On rougit dès qu'on met le contact de sa voiture, on souffre, tout est pénible. Voilà, c'est pas une bonne façon de penser. Je pense qu'il faut essayer de transformer cette approche de résilience, d'analyse de risque, de quête de l'information stratégique en un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que si vous donnez un minimum de transparence sur cette démarche de résilience que vous avez, vous allez devenir un partenaire fiable dans la durée pour vos clients. Vous serez un client fiable pour vos fournisseurs. Donc, je pense qu'il faut le convertir en positif. Il ne faut pas que ça soit punitif, il faut que ce soit positif. Et pour que ça devienne réellement un plus à mettre en avant. C'est pas très compliqué. Je pense que c'est plus de l'ordre du mindset, de l'état d'esprit que de l'opérationnel. Mais voilà, je pense que le dirigeant aujourd'hui doit, pour une partie à tout le moins, avoir une approche positive de cette notion de stratégie de compliance. Le mot de conclusion, mon cher Arnaud. Oui, c'est bien, quand on fait ces slides de conclusion, on se rend compte qu'on a déjà abordé à peu près tous les clients, tous les points, donc c'est intéressant, mais ce qu'on a voulu dire en conclusion, d'ailleurs quand on l'a relu tout à l'heure, et hier on s'est dit, tiens, c'est très Sun Tzu en fait. C'est-à-dire que dans l'art de la guerre, c'est l'art de bien se connaître, de connaître ses concurrents, ses ennemis dans l'art de la guerre, et the battlefield, donc le terrain de bataille. Et quand on connaît tous ces éléments, forcément, on a une compréhension beaucoup plus forte, on peut élaborer un certain nombre de scénarios, et on est beaucoup plus habile pour rebondir. Donc, la connaissance de ses clients, de ses fournisseurs, de ses partenaires, de ses concurrents, de l'environnement et des évolutions probables, parce que là encore, il n'y a rien de certain dans ces choses-là, d'où plutôt une stratégie de scénario. Tout ça permet de prendre des décisions à un moment, de faire des choix qui peuvent se faire en fonction de beaucoup de paramètres, d'une envie déjà, d'une vision, sans pour autant délaisser toute la partie calcul, prévision,
risque, analyse des risques. Et j'aime beaucoup l'approche qu'a Tristan de toujours dire les risques c'est bien, mais une fois qu'on les identifie, c'est l'essor de dire quels sont les risques qu'on accepte et quels sont ceux qu'on refuse. Parce que voilà, on ne peut pas tout refuser, ou alors on peut, mais ça réduit d'autant la probabilité. Et donc c'est regarder ce qu'on va décider et regarder si on peut aussi couvrir ces risques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, par une marge plus importante. Donc c'est se connaître, vas-y. Ça me fait penser, je pratique à un titre personnel la régate, la voile olympique, ce que vient de dire Arnaud me fait penser réellement à l'art de la régate, c'est-à-dire que l'art de la régate, c'est beaucoup de paramètres. C'est dans quel sens va le courant, dans quel sens va tourner le vent. Donc ça, c'est la météo au niveau macro, les isobars, et puis au niveau local, quels sont les circuits de vent sur le plan d'eau. Donc, la connaissance du plan d'eau. Quelle est la règle du jeu, on court avec quel type de bateau, qui sont mes concurrents, c'est-à-dire que si je vois 4 champions du monde partir à droite du plan d'eau, c'est sans doute à droite que ça va se passer. Voilà, donc cette stratégie-là, elle est vraiment, il faut avoir la tête montée sur rotule, regarder à 360 degrés et être tout le temps en mode d'acquisition d'informations sur l'environnement et ses évolutions, parce que le plan d'eau, la météo, tout ça, c'est pas stable, hein, ça bouge tout le temps. Donc voilà, une recommandation, soyez comme le skipper à la barre, gardez la tête montée sur rotule, tournez les process d'acquisition d'informations en permanence, où je suis par rapport à mes concurrents, dans quel sens ça tourne, dans quel sens tourne le vent, est-ce que les nuages arrivent, ils n'arrivent pas, voilà. Et il faut que ça soit une pratique récurrente. Voilà, il faut réussir à rentrer ça dans des façons de penser, dans des façons de s'organiser. Ouais, c'est une très très belle image, c'est effectivement quelque chose de complexe. Et donner de l'agilité, parce qu'il s'agit d'agilité quelque part, l'agilité c'est avant tout un domaine d'expertise, il faut être expert, et après c'est une mentalité qui permet de rebondir. Et en introduction, je vous parlais du concept de VUCA. En conclusion, on pourrait dire, il y a aussi, beaucoup de gens parlent de VUCA haut, et le haut c'est d'opportunité, c'est le haut de opportunité, parce que vous le savez, quand vous avez des grandes crises, quand toutes les données changent, et bien automatiquement ça libère des champs et ça donne des possibilités, donc des opportunités qui forcément s'ouvrent à ceux qui sont agiles, donc qui savent bouger, qui savent comprendre plus vite les situations et s'adapter pour aller saisir les opportunités. Donc voilà, ça permet de passer d'un monde VUCA à un monde VUCAO, et donc d'abord de sécuriser pour avoir une continuité, essayer de ne pas trop abîmer le business, et puis en parallèle commencer à préparer le rebond, dont on parlera d'ailleurs avec Tristan dans une dizaine de jours pour notre deuxième conférence. On va plus parler du rebond et de comment sécuriser justement le nouveau business et les nouvelles stratégies qui se mettront en place. Voilà. Je signale aussi, tu signales notre intervention dans 2-3 semaines. Je crois que Salvéo, enfin je crois non, je suis même certain, que Salvéo organise un point spécifique RH international la semaine prochaine. Il va sans dire que l'humain est à peu près central dans le monde qui nous entoure, évidemment. Plein de problématiques très opérationnelles seront abordées. Regardez, c'est largement posté sur LinkedIn également. Un grand merci, mon cher Aurélien, en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues durant cette intervention? Tout à fait. Nous avons reçu à peu près une douzaine de questions. Certaines se recroisent, donc je vais vous les proposer une à une et puis vous pourrez y répondre. La toute première, merci pour cette présentation très intéressante. Comment obtenir de l'info sur la solidité financière de mes concurrents en cette période? Alors, la première méthode, vous décrochez votre téléphone, vous appelez les anciens de la Coface devenus BPI, ils vous donnent des couvertures sur des clients. Donc ça, c'est très important. Une couverture, c'est formidable. Alors ça vous coûte quelques pourcentages, c'est une assurance. Hein. La Coface, c'est une assurance, BPI, c'est une assurance, c'est service d'assurance. C'est un service exceptionnel. Je l'ai pratiqué, j'en parle là, je suis plus Salvéo, je suis ce que j'étais avant. Vous savez que vous pouvez faire crédit, que l'encours maximum chez le client X, Y ou Z, c'est 200 000 €.
Si vous êtes au-delà de 200 000 euros, c'est-à-dire que si vous lui donnez une facilité de crédit supérieure à 200 000 euros, ce sera pour vos pieds. On va voir quoi de plus simple après pour calculer le risque qu'on veut prendre. Alors, si vous êtes dans des pays durs, dans lequel il se trouve que votre BPI préféré vous dit j'ai pas d'infos sur lui, donc on va pas vous l'assurer. Ça arrive souvent, en particulier quand on va dans des pays à mouche, des pays compliqués, des pays sans transparence financière. Donc après, il y a pas mal d'entreprises qui font donc de l'audit sur place, de la solidité financière, qui vont chercher des informations d'ordre réputationnel. C'est ce que nous faisons chez Sabéo. En particulier, c'est une des grandes activités de notre maison mère, le groupe Adit. On va aller chercher des informations de réputation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un honorable correspondant va se rendre chez un fournisseur de la cible en lui disant « Alors, monsieur Intel, monsieur Gupta en Inde, est-ce qu'il vous paye régulièrement? Est-ce qu'il ne vous paye pas régulièrement? Ah non, c'est un super client, il paye tout le temps, rubis sur l'ongle, c'est un type formidable, etc. » Et là, à partir de là, vous allez commencer à pouvoir acquérir de l'information qui n'est pas digitalisable, qui n'est pas disponible dans les banques. C'est les éléments de réputation. Les éléments de réputation, c'est vraiment à mettre en complément de l'information financière. L'information financière, elle est largement accessible, encore une fois, par les banques, par BPI, mais l'élément de réputation, c'est absolument stratégique. Et ça va l'être encore plus dans ces périodes où, mécaniquement, il va y avoir un certain nombre de redistribution des cartes. C'est-à-dire que celui qui était malin et fort il y a 3 mois ne l'est plus, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, et ne le sera peut-être plus dans quelques semaines. Donc, et ça, il n'y a que la réputation qui va donner les signes avant-coureurs. Pourquoi? Parce que le dépôt des comptes 2020 de l'entreprise XY, il ne se fera qu'en mars 2021. Donc, vous n'aurez pas l'info de savoir en septembre s'il faut prendre le risque ou pas. Donc là, c'est pour un client et pour un concurrent. Comment on peut procéder? Pareil. Aller interviewer la force commerciale d'un concurrent, faire interviewer le directeur commercial de votre concurrent, c'est possible. Les chasseurs de tête le font souvent, avoir un petit peu, prendre de l'info. Alors, les salons, parce qu'aujourd'hui c'est plus d'actualité, mais les salons étaient un lieu dans lequel s'échangeait énormément d'informations, parce que le commercial est souvent bavard, raconte sa vie, et on a vite fait de savoir s'il est content par rapport à la réalisation de ses objectifs, si ça marche bien, si sur le marché thaïlandais ça cartonne, ou si c'est plutôt le Vietnam qui fonctionne en ce moment, ou s'il a tout arrêté sur l'Asie et qui se recentre sur l'Afrique centrale. Voilà, tout ça c'est possible, c'est du small talk, et c'est pas des données qui vont être visibles évidemment dans la presse, c'est le small talk. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait sur la culture de l'information. Aller chercher, aller interviewer en mode masqué des stakeholders, des parties prenantes pertinentes pour avoir ces informations de réputation. C'est aujourd'hui très important. Mais encore une fois, ça ne remplace pas l'information financière. L'information financière, elle a forcément un temps de latence. Et dans ces périodes de changement et de crise assez drastiques, on peut considérer que l'information financière, elle va rapidement prendre des cheveux blancs. Donc, il faut aller privilégier d'autres canaux pour savoir comment ça se passe pour M. Gupta en Inde, je reviens sur M. Gupta, et savoir comment il est en train de traverser l'orage. D'accord. Ça peut être que couplé aussi avec de la veille, notamment sur ce qui se passe dans la presse. Dès qu'on sait exactement de quelle société il s'agit, on peut coupler cette information-là aussi, qui va être un peu plus rapide que l'information financière, qui effectivement a un temps de latence important, et on voit assez vite, on récupère aussi beaucoup d'informations. Donc, toute la graduation est possible, depuis de l'information pas très fraîche jusque l'information très fraîche, et vérifier sur le terrain aussi avec des sources sur mesure. Donc ça dépend aussi du besoin et des moyens et du temps qu'on a, mais c'est sûr que c'est une vraie spécialité, ça. Ok.
Il y a des personnes dans le chat qui parlent également de rapport Octobot, ainsi que de demander, pour vérifier la solvabilité d'un distributeur, si la banque est en mesure d'émettre une stand-by. C'est un excellent indicateur car les assureurs crédits sont en train de réduire le montant des garanties. Voilà ce que 2 personnes avancent dans le chat. Est-ce que vous confirmez? Oui, absolument. Je confirme. À partir du moment où ils commencent à avoir des doutes sur la capacité d'une entreprise de maintenir sa performance, et qui n'a pas de doute en ce moment sur l'ensemble des entreprises dans l'ensemble des secteurs, le rating baisse, donc les encours baissent, les encours accordés pour une aide, tout ça va baisser. Donc, si vous ne voulez pas baisser votre chiffre d'affaires ou votre exposition au risque, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est aller chercher de l'information qui va vous rassurer. Mais attention, ce n'est pas une garantie. Et quels sont les KPI justement d'une veille concurrentielle là-dessus? C'est une question qu'on reçoit à l'instant. On en a d'autres encore après. KPI d'une veille concurrentielle, il faut qu'une veille concurrentielle elle soit ultra ciblée. C'est-à-dire que grandeur et misère du marché automobile à travers les continents, c'est pas intéressant. C'est aujourd'hui quels sont les sujets abordés, sur quel forum sont abordés les sujets de recherche concernant le développement de médicaments de lutte contre le diabète. Voilà. Donc ça, on est capable d'aller chercher sur l'ensemble des réseaux, des forums. Donc ça, c'est en source électronique. On est capable d'aller chercher tout ce qui se dit sur le diabète à travers le monde. Donc là, on met en place une veille qui est assez sérieuse parce qu'on se rend compte que monsieur un tel et monsieur un tel, en ce moment, ils publient ou ils échangent beaucoup entre le Japon et le Chili. Là, ça échange beaucoup d'infos au niveau de la recherche. Donc, il se passe quelque chose. Oui. Donc, il faut que, je dirais qu'un des KPI, c'est que ça soit super pointu. Il faut vraiment avoir pointé l'information de veille qu'on cherche suivre. C'est quoi précisément l'objet qu'il faut traquer, quoi. Il faut qu'on sache quel gibier on chasse. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué dans la veille concurrentielle, mais on l'entend en ce moment quand on discute avec certains chefs d'entreprise. C'est vrai que sans être un prédateur, il est possible que dans un secteur d'activité donné, certains des concurrents seront tellement fragilisés qu'ils peuvent devenir des opportunités d'acquisition, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on a vu aussi, c'est que... Sans être un prédateur, ce que tu dis, me semble à vautour. Si tu veux. Mais ouais, ceci dit, c'est un état de fait. Certains vont être fragilisés et donc ça va changer les positions des uns et des autres. Le leader de demain, c'est peut-être pas le leader d'aujourd'hui et vice-versa. Par contre, on se rend compte qu'il y a une grande inégalité entre les pays sur le système d'aide aux entreprises. Et là, si vous avez des concurrents qui sont dans des pays qui n'ont pas un système financier extrêmement puissant pour accompagner la sortie de crise de ces entreprises, celles-là risquent d'être fragilisées, à moins qu'elles aient une puissance financière déjà très forte, mais elles vont être fragilisées. Donc c'est intéressant de regarder ça aussi d'un point de vue stratégique, où se trouvent mes concurrents et quel est leur potentiel de fragilisation par rapport à d'autres qui sont dans des pays plus sûrs ou plus aidants. Une question pour toi, Arnaud, une question de Jérôme qui demande pensez-vous que cette crise sanitaire soit le début d'une nouvelle ère du e-commerce, entre parenthèses, différente de ce que nous avons vécu jusqu'à présent, et que les modes de consommation vont se calquer dessus? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit déjà sur les outils de travail numérique. Il y a un avant et un après. Aujourd'hui, les gens utilisent encore plus du e-commerce et il y en aura encore plus, non seulement parce qu'on en a pris l'habitude et parce que ça se développe, mais aussi parce que ça vient rencontrer un besoin de réduire un petit peu les voyages un peu partout dans le monde. En tout cas, les marchandises, c'est pas évident, mais les personnes, c'est possible. Donc, tous les modes de commercialisation qui vont permettre d'aller directement vers le consommateur ou d'aller plus vite et de façon plus efficiente ont beaucoup d'avenir. Et on le voit dans pratiquement tous les pays développés, ça se développe très très fortement. Moi, je me méfie beaucoup il y aura un avant, un après, mais en tout cas, il y avait tous les signaux qui poussaient à croire que le e-commerce était sur une courbe de croissance rapide, avant nos mésaventures sanitaires, ça aura à tout le moins un effet d'accélération. Mais on avait quand même tout pour être absolument persuadé que c'était une modalité de commercer en plein essor. C'est pas une nouveauté. Alors, oui, ça va accélérer, oui, ça va prendre
une place importante. Après, on peut aussi se poser la question de savoir, écoutez, je parlais toujours d'expérience perso, il y a quelques jours, je me suis fait livrer une paire de baskets et j'ai vu un énorme camion que j'avais commandé en ligne, c'est pas de problème, me livrer une toute petite paire de chaussures et je me suis dit, il y a quand même un truc qui n'est pas logique là-dedans, en termes environnementaux, en termes logistiques, est-ce que tous les coûts cachés apparaissent bien? Donc on peut aussi se méfier, il faut quand même se méfier de ces aspects logistiques de l'e-commerce. Là aussi, je raisonne avec un prisme un peu lié à ma spécialisation sur le continent africain. La réflexion autour de la logistique va conditionner quand même beaucoup l'avenir de l'e-commerce. Ok. Pardon. C'est ce que j'allais dire, j'avais pas fini. Ce que je veux dire, c'est que même si ça va se développer, il faut bien comprendre que c'est aussi un leurre. Les gens pensent que tout peut passer par Internet. C'est pas vrai. Dès qu'on fait du commerce, en fait, c'est l'acte de vente qui passe par Internet. Mais derrière, tous les autres paramètres y sont. À partir du moment où vous avez de l'expédition, vous avez des droits de douane, vous avez des aspects de fiscalité, etc., ils sont toujours là. Et rares sont ceux qui peuvent vendre partout dans le monde. Alors, du logiciel, ça va à peu près. Certains produits, c'est possible. On ne peut pas tout faire par e-commerce, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait que de toute façon, il y ait des... c'est pas un site e-commerce qui peut attaquer tous les pays, mais quelque part, c'est des duplications des sites e-commerce dans chaque pays qui prennent en compte tout le côté législation, fiscaux, etc. Ce qui fait que c'est très compliqué en fait de commercer électroniquement partout dans le monde, très compliqué. Donc, regardez l'exemple de Jumia, hein, cette start-up africaine qui est l'Amazon africain. Regardez les difficultés qu'ils ont dans des pays dans lesquels le paiement électronique n'est pas autorisé, typiquement l'Algérie. Regardez les difficultés qu'ils ont pour régler le problème des adresses. Comment vous faites à Kinshasa pour trouver une adresse? Ah bah oui, mais c'est en face du siège de Nestlé. C'est pas au numéro 24 de la rue Ambroise Paré. Non, pas du tout. C'est l'immeuble, le petit immeuble en face du siège de Nestlé. Comment vous voulez mettre ce type d'adresse? Comment vous voulez faire de la livraison précise? Donc voilà, il y a plein de challenges. Tout ne va pas changer. Il faut rester les pieds sur terre et objectiver absolument les infos et les infos sur lesquelles vous allez fonder vos décisions. Oui, les fondamentaux restent là. Et par contre, on va peut-être voir arriver des modèles hybrides, mixtes, un peu plus. Mais ça reste à réinventer. Ce n'est pas des solutions qui sont disponibles tout de suite. Alors, messieurs, on a encore quelques questions. C'est une question qui concerne le Mexique. Quel aspect faut-il prendre en compte pour déployer une stratégie d'implantation au Mexique avec un gouvernement populiste qui favorise un environnement peu propice à l'implantation des entreprises étrangères? Moi, je ne suis pas d'accord sur peu propice à l'implantation. Franchement, pas d'accord. Les US sont massivement implantés au Mexique. Alors oui, pour des coûts opportunistes de manœuvre, mais pas que. Vous avez de la manœuvre formée, vous avez une logistique qui fonctionne assez bien, vous avez un droit des affaires tout à fait convenable, une justice tout à fait convenable, il convient de le souligner au Mexique. Donc c'est un bon pays pour s'établir. Après, il suffit de regarder, le nombre de boîtes du CAC 40 qui sont implantées au Mexique, c'est très impressionnant. Safran est une des plus emblématiques dans ce domaine-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop s'énerver sur la couleur du gouvernement et surtout pas avoir de jugement à l'emporte-pièce. Il faut regarder ce que font les autres. Le Mexique, c'est une bonne destination réellement. C'est une gateway pour l'ensemble des Amériques. Le mur promis par Trump a encore de grands trous. Et il est quand même assez intéressant d'utiliser le Mexique comme passerelle, comme base avancée pour adresser le marché des États-Unis. C'est en lui-même un très grand marché, hein, le Mexique. Donc, non, moi je suis, sans être du tout un spécialiste de ce pays-là, on a dans nos équipes un ancien ambassadeur mexicain, pas un ancien, un ambassadeur mexicain, parce qu'on n'est jamais ancien ambassadeur, un ambassadeur mexicain de tout à fait excellent niveau, qui connaît son pays. Je dirais le seul vrai truc dans la carte qu'on voit derrière, c'est la sécurité.
c'est pas toujours très très sympa dans certaines régions du Mexique de se plier à des règles de confinement non pas sanitaire mais sécuritaire. Mais voilà, je ne suis pas un mexico-sceptique. Moi, j'ajouterais juste 2 points. C'est que, certes, ce n'est pas le pays le plus facile, mais ce n'est pas le plus compliqué. Par contre, c'est un très gros pays avec beaucoup de potentiel dans certains secteurs. Or, à partir du moment où il y a un gros potentiel, bah là encore, il faut dérisquer au maximum, donc travailler avec des personnes qui connaissent vraiment le pays, qui aident à implanter, et derrière, s'assurer qu'on peut avoir un chiffre d'affaires et une marge suffisamment élevée pour pouvoir justement supporter ces types de risques. Mais c'est sûr que si on regarde le potentiel, c'est un pays à très fort potentiel et qui est un pays en plus qui peut avoir une empreinte régionale, qui peut être aussi une des portes d'entrée vers l'Amérique du Nord. Et du coup, stratégiquement, le Mexique est quelque chose de très intéressant. Pas facile, mais justement, avec les bons experts, c'est très intéressant. L'info est relativement facilement accessible au Mexique. C'est bon, d'abord, c'est une langue latine qui est parlée par beaucoup de monde. Et c'est un pays qui documente pas mal. Donc, on a un bon accès à l'information au Mexique pour la partie online, Desk Research. Après, les éléments réputationnels, les risques de corruption, ça, il faut vraiment le regarder de près, parce que c'est un pays dans lequel les familles, les amitiés, on ne va pas parler des commerces illicites, mais qui sont assez évidents, ça s'observe. Donc, le volet réputationnel au Mexique est un volet indispensable à observer. Mais à part ça, tout ça y est. Merci pour ta réponse, Tristan. Alors, on a encore quelques questions. Il est 16h, donc pour ceux qui doivent nous quitter à cet instant, merci beaucoup pour votre participation. Bien entendu, vous pourrez retrouver cette conférence en replay sur ce lien pendant quelques jours, ainsi que sur notre chaîne YouTube du groupe Salvéo. Vous pouvez également poser vos questions à Tristan et à Arnaud aux adresses mail qui s'affichent actuellement à l'écran, ainsi qu'à nos équipes par téléphone directement. On va en prendre encore quelques questions pendant les prochaines minutes, puisqu'il y en a. On a Joris qui nous pose une question. Merci pour cela. De ce que vous voyez, quelle est la maturité des ComDir sur la thématique de la transition numérique ? Bon, alors, ce que je lis, moi, sur ces sujets-là, actuellement, parce qu'on est très attaché, nous, à la notion aussi de transformation internationale, c'est-à-dire comment aider les entreprises à se transformer pour être beaucoup plus agiles à l'international. Donc, c'est aussi, tout ce qui est transformation est toujours difficile parce que ça veut dire changement d'habitude et donc ça chamboule beaucoup de choses. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en temps de crise, de toute façon, on est obligé de changer beaucoup de choses. Donc, la transition est plus facile. Et je crois que la transition numérique va accélérer les choses, d'autant qu'on le voit bien avec le confinement, on utilise tous beaucoup plus d'outils, on s'est tous formés à toute vitesse, on les utilise tous. Donc, ça va accélérer. Et j'ai vu que même les PME et les TPE se sont mis très tous les outils numériques. Donc, je crois que oui, c'est un aspect très positif sur la transition numérique. Ok. Merci. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas une question d'hier, la transition numérique, quand je vois que le premier pays où Orange a mis en place le même paiement, c'est la Côte d'Ivoire, et que les Ivoiriens font leurs courses sur leur smartphone. Est-ce que c'est pas déjà une révolution qui a eu lieu? Alors ça va s'approfondir, ça va se généraliser, il y a plein de nouvelles opportunités qui vont être créées, mais je pense qu'elle est faite, la transition digitale. Enfin, c'est un peu ma vision de la chose. Alors, c'est peut-être une vision d'un vieil homme qui subit parfois les difficultés technologiques, mais il me semble qu'une bonne partie a déjà été faite, quoi. Et alors, la messe n'est pas dite, en tout secteur et en tout point du monde digital, bien évidemment que non, mais il n'y a pas de machine à rien possible, quoi. C'est fait, quoi. Voilà, c'est mon avis. Ok, merci pour ces éléments, Tristan. Brièvement, on a également une question. Comment puis-je accéder à l'info sur l'évolution de mes concurrents au-delà des infos financières, celles qui concernent plutôt l'honorabilité d'un partenaire ou d'un concurrent? Alors, en solution pratique, concrètement, comment faire?
Il y a demander à un copain basé dans le pays d'aller chercher une information réputationnelle en passant des coups de fil. Mais bon, on n'a pas forcément toujours un copain partout. Il y a des sociétés extrêmement sérieuses qui font ça, comme Salveo, par exemple. Mais nous avons d'excellents concurrents tout à fait honorables eux aussi. Voilà, les métiers de l'intelligence économique, de la collecte d'informations sur les concurrents. Dans le cadre strict du respect de la RGPD, bien sûr, je dis ça tout à fait sérieusement. Voilà, c'est un métier aujourd'hui, celui de l'intelligence économique, et il y a des acteurs plus ou moins bons suivant les régions. Voilà, bon, notre groupe a le privilège d'être le leader en Europe sur ce segment-là. Rappelons-le quand même. Peut-être spécifier que vous le savez, c'est un sport international en plus, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, certains de nos concurrents le font. Donc, vous en rendez peut-être pas compte, mais la plupart des entreprises sont également enquêtées assez régulièrement. L'un des inventeurs de l'intelligence économique, c'est le Japon, qui a depuis toujours intégré au MITI, donc au sein de son ministère de l'Industrie, une cellule d'intelligence économique et stratégique, donc qui met à disposition de l'information clé pour les patrons des grands groupes japonais. Voilà, donc il y a des pays qui ont intégré ça très tôt, les Japonais en font partie. C'est sûrement une des explications, d'ailleurs, dans les années 70 et 80, des grands succès japonais à l'époque. Très tôt, ils ont intégré ce type de l'information et ça leur a permis d'être bien positionnés là où il fallait. Et par exemple, sortir complètement les Français du marché automobile africain, on peut le dire. Le Land Cruiser Toyota a supplanté la 504. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la bonne info au bon moment de ce qu'il fallait pour rouler en Afrique. Voilà. Et ils ont une culture de l'information qui est beaucoup plus forte, de toute façon globalement en Asie, où il y a du débriefing de leurs salariés après un voyage systématiquement. Moi, je suis toujours frappé quand je travaille avec certaines entreprises de dire, mais au fait, pourquoi vous demandez cette information? Vous avez des commerciaux qui tournent sur les pays, est-ce que vous leur avez demandé? Et est-ce que vous faites en sorte qu'ils demandent ou qu'ils cherchent cette information? C'est-à-dire que c'est pas dans notre culture en France de travailler autant l'information. Or, dans cette période actuelle, il faut peut-être commencer à la rechercher de façon plus systématique. Et la ressource interne, telle que le citait Tristan, est très importante. En fait, on sait beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Et voilà, j'ai aussi travaillé dans des sociétés sensibles dans le passé, c'est ce qu'on faisait systématiquement. Dès qu'on revenait de certains pays, on récupérait, on essayait de faire des rapports avec des tas d'informations qui peuvent nous paraître anodines, mais qui sont en fait, peuvent être très très intéressantes. Et il y a beaucoup d'informations en interne. D'accord. Merci pour ces éléments. Alors, il y a encore quelques questions qui ont plus ou moins été traitées lors de votre intervention ou dans la réponse aux questions. Une dernière qui concernait les exemples que vous pouvez donner, des exemples concrets. Vous aviez cité, c'était pour Tristan tout à l'heure, la voile. On nous demande également où est-ce qu'on peut trouver d'autres exemples tels que des business cases ou autres. Sur quel sujet? Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a plusieurs sources par rapport à ça. Il se trouve que les plus prolixes en business case sont les Américains. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de livres sur la stratégie, de livres sur la résilience, de livres sur beaucoup de stratégies de développement d'entreprise. Et elles sont très, très faciles à obtenir, à chercher sur Internet. On les trouve très, très vite. Donc, et c'est plein de business cases. Ok. Après, il y en a d'autres. On a tous des cas qu'on a vécu, mais la voile, c'est bien, c'est quelque chose de privé, mais c'est toujours un peu délicat de donner des éléments stratégiques d'entreprise qui peuvent être qui peuvent être nos clients, par exemple. Donc, moi, je peux vous donner un exemple assez récent. Un de nos clients, évidemment, je ne vous le citerai pas, m'a demandé une étude d'honorabilité sur son distributeur dans un des pays du Moyen-Orient. On a fait une étude d'honorabilité sur le distributeur et quelle n'a pas été notre surprise de constater que l'actionnaire majoritaire de ce distributeur n'était autre que le directeur commercial de mon client, implanté localement, qui avait monté sa boîte et donc qui à la fois touchait son salaire de commercial export zone Moyen-Orient et en plus s'était mis en intermédiaire
pour prendre de la monnaie sur les deals qu'ils pouvaient signer sur un pays voisin. Donc, vous voyez, c'est les aspects très directement opérationnels de l'étude d'honorabilité, c'est ça. C'est aller chercher le bénéficiaire ultime. Ah bon? Ah bah c'est lui. C'est des infos qui sont... et il n'y a rien de caricatural dans ce que je vous raconte. Hein. C'était il y a quelques semaines. Donc, oui, ça vaut le coup d'aller chercher l'info. Un des déclencheurs, et parfois, quand on ne comprend pas quelque chose, on dit c'est bizarre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ça, il faut vraiment s'arrêter et réfléchir parce que ça peut être des raisons comme ça. Très bien, merci pour cette réponse. Je rajouterais que du côté du groupe Salvéo, vous pouvez retrouver la chaîne de la croissance, qui est une chaîne YouTube qui partage des exemples de business case et des paroles d'entrepreneurs qui sont et qui vont à l'international. Donc c'est directement en tapant Fabricant de croissance ou la chaîne de la croissance sur YouTube. Je regarde si on a encore quelques questions. S'il y en a d'autres, de toute façon, je vais mettre à l'écran dans un instant les adresses mail de Tristan et d'Arnaud que vous pouvez contacter, que ce soit pour leur poser des questions ou pour mettre en place les solutions opérationnelles qu'ils vous ont présentées tout au long de cette conférence. Est-ce que vous souhaitez ajouter un mot, Tristan, Arnaud, pour conclure ? Moi, je veux bien d'abord te remercier très chaleureusement, Aurélien, de ton support technique. Ça très bien fonctionné et de ton rôle de modérateur, d'animateur. Donc un grand merci à toi. Merci à tous donc, de votre présence dans cette réunion virtuelle. Un grand merci Arnaud. C'est un plaisir d'échanger des vues avec toi. Donc rendez-vous à notre prochain webinaire dans une quinzaine de jours. Merci. Mercredi pour les sujets RH. Vous retrouvez le lien directement dans le chat. Arnaud. Merci à vous tous. Il y a tellement de sujets abordés qu'on est content, en fait, je pense, Tristan et moi, de faire un deuxième volet dans exactement 10 jours. Parce qu'en fait, il y a des tas d'aspects, notamment l'aspect humain qu'on a assez peu traité aujourd'hui, mais qui est primordial en termes de continuité et de résilience, et s'assurer que les équipes restent justement acteurs de cette veille, de cette sécurisation et de cette transformation. Et c'est en soi un vrai travail actuellement. Merci à tous, et puis je vous dis à bientôt. Très bien, très bel après-midi à tous, et donc rendez-vous mercredi 15 à 14h pour le prochain webinaire Enjeux, opportunités, menaces sur les ressources humaines à l'international. Très bel après-midi à tous. Restez prudents. Au revoir.